On peut dire ce qu'on veut sur le F-35, mais le siège Martin Baker Mk16, il fonctionne extrêmement bien. Et pour la 11e perte d'un F-35, il a encore sauvé son pilote, même si l'avion, il faut le dire, n'est apparemment pas passé loin. Ces images sont absolument incroyables et forcément, elles amènent un petit peu à réfléchir. Alors je vous rassure tout de suite, même si à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir précisément ce qui s'est passé, et nous n'avons pas à le savoir, les Américains vont faire des enquêtes. Et une de ces enquêtes, celle dirigée par le JAG, vous vous rappelez peut-être de la série à la télé, va nous permettre, d'ici 1 an ou 2 ans, d'y voir un petit peu plus clair sur qui est responsable de la perte de cet avion à plusieurs dizaines de millions de dollars. Pourquoi est-ce que je spécifie bien sur cette partie légale? Car l'enquête de sécurité, le retour d'expérience opérationnelle, les lessons learned, comme disent les Américains, seront probablement jamais publiés en source ouverte, et c'est dommage. C'est pour ça que je vous propose quand même d'essayer de comprendre ce qui a pu amener ce F-35 dans cette situation, au vu des informations dont nous disposons, en ce mercredi 29 janvier, à 12h51. Allez, jingle. Le mardi 28 janvier, aux alentours de 13h locales, un F-35A s'est écrasé. Il avait déclaré une panne et il était en retour vers le terrain. Nous ne savons pas quelle est la nature précise de la panne. Tout ça avait lieu en Alaska, du côté de la grande base de Elson Air Force Base, base qui a été fabriquée en 1943, qui s'appelait initialement Mile 26 Satellite Field, parce que située à 26 miles, 42 km au sud-est de Fairbanks, et qui a été renommée en 1948 de ce nom en hommage d'un pilote du Grand Nord américain. Petit point à savoir, cette base abrite le 354e Fighter Wing. Ils appartiennent à l'Air Force du Pacifique et c'est chez eux que sont organisés les fameux exercices Red Flag Alaska qui ont lieu généralement 4 fois par an pendant une dizaine de jours. Vous avez des F-16, vous avez des F-35A et vous avez également des KC-135, les ravitailleurs. Cette base était en diminution et elle a été sauvée, si je puis dire, par les F-35. Ils ont reçu leur premier en 2020 et maintenant vous avez plus d'une cinquantaine de F-35 avec environ 3500 personnels sur cette base, une augmentation de plus de 50% de personnel avec l'arrivée des F-35. Cette base participe également à la protection de l'espace aérien de l'Amérique du Nord, le fameux NORAD, et c'est pour ça qu'il y a également des tankers pour donner la longe nécessaire, car je vous le rappelle, entre l'Alaska et la Russie, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres. Dans les échanges radio qui ont été publiés en ligne, vous entendez Wide 27 qui est un tanker à qui on dit de se mettre en attente à 6000 pieds car la patrouille des Broncos a IFE, In-Flight Emergency. Ils ont une panne. Et ne vous étonnez pas que ces conversations fuitent sur Internet car elles ont lieu sur des fréquences UHF et de nombreux fans écoutent tout ça en direct, c'est légal, et quand l'armée ne veut pas que ça s'entende, ils passent sur des fréquences sécurisées. On a par exemple un système AFQuick qui fait de l'évasion de fréquences, où on peut avoir de la crypto ou encore communiquer par exemple avec la liaison 16. Vous pouvez vous parler via ce qu'on appelle la G-Voice, la liaison 16 vous permet de communiquer entre avions. Là on est sur de la UHF classique, ces avions sont également équipés de VHF. Pour mémoire, les avions de ligne parlent en VHF, les militaires plutôt en UHF. Alors avant de rentrer sur le détail de l'analyse des images, ce que je vous propose c'est un refresher extrêmement rapide sur le F-35. 3 versions, petit moyen mémotechnique pour ne pas s'y perdre. A, B, C. A, C, airfield ou aérodrome, c'est la version de l'armée de l'air, celle qui a été perdue aujourd'hui. B, c'est boat, un bateau, un porte-aéronef, décollage, atterrissage vertical, ce qu'utilisent par exemple les Marines. Et la troisième, la C, c'est comme carrier, porte-avions, catapulte, brin d'arrêt. A, B, C, A, airfield, B, boat, vertical, et C, carrier, avec la crosse, et de quoi être catapulté par la catapulte. Plus de 1000 F-35 de toutes les versions différentes construites. Premier vol en 2006, mais vraiment opérationnel pour la version A dans l'US Air Force à partir de 2016. Et on est sur un gros bébé, très Stonavid,
quasiment 32 tonnes en masse max. Un Rafale, c'est 24 tonnes 5. Grosse spécificité du F-35, sa furtivité. Et récemment, dans la presse française, il a été évoqué que les pilotes de Rafale de l'armée de l'air avaient du mal face aux avions furtifs. Forcément, à longue distance, si vous ne détectez pas votre adversaire, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en combat rapproché, le F-35 n'est pas fait pour ça. Toute la difficulté, c'est réussir à survivre jusqu'au combat rapproché. On va revenir un tout petit peu sur l'accidentologie des F-35, et pour être précis, des A. En 2014, il y en a un qui avait pris feu au sol sur la base d'Eglin en Floride à cause d'un souci au niveau du réacteur. Ils avaient arrêté la flotte pendant une dizaine de jours et derrière avaient fait des modifications au niveau du réacteur du F-35. En 2019, en avril 2019, c'est un pilote japonais qui annonce la fin de combat parce qu'il ne va pas bien et qui se retrouve en illusion sensorielle, c'est la raison officielle, et tape la mer sans tenter de s'éjecter. L'armée de l'air a malheureusement perdu un pilote dans les mêmes conditions avec l'arrivée du Rafale de nuit. En octobre 2019, ça c'est cocasse, pour fêter l'arrivée aux Pays-Bas d'un F-35, les pompiers l'ont accueilli avec des canons à mousse et ça a cloué au sol l'avion pendant 3 mois. En mai 2020, toujours à Eglin, normal, il y en a beaucoup là-bas, un pilote qui avait son casque qui était mal réglé, casque où vous avez toutes les informations de vol, se retrouve avec la fatigue et un problème de commande de vol à devoir s'éjecter parce qu'il n'arrive plus à contrôler son avion lors du posé. On en avait parlé sur la chaîne. Et en 2022, c'est en Corée du Sud qu'un F-35, après avoir entendu un bruit bizarre pendant le vol, ne se retrouve à pouvoir contrôler que l'avion et le réacteur et est obligé de se poser, train rentré sur la piste en Corée. Pour terminer, on en avait parlé également sur la chaîne, un F-35 a eu un kill sur un autre F-35 en octobre 2022 à cause de sa turbulence de sillage. Les pilotes n'avaient pas respecté la réglementation sur l'espacement et un F-35 s'était retrouvé dans la turbulence de sillage, perte de contrôle et n'avait pas pu rattraper l'avion, avait été contraint à l'éjection. Ça, c'est pour les F-35A. Donc si on regarde un petit peu la philosophie, on a tendance à voir que quand même, il y a un tout petit peu de facteur humain, mais que sinon, c'est plutôt des problèmes qui viennent de la machine et quand même, il faut bien le dire, de l'informatique embarquée. Si vous êtes sur un avion d'ancienne génération, et par exemple, vous mettez du manche à gauche en super-étendard, et le super-étendard va aller à gauche. Vous avez une prise directe. Ces avions de 5e génération, mais même de génération 4.5, vous donnez une consigne, c'est un signal électrique qui va dans l'informatique. L'informatique qui regarde tous ces capteurs et qui va décider, au vu de la situation macro, comment est-ce qu'ils vont faire bouger les commandes de vol. Pour faire simple, sans informatique, vous ne contrôlez pas l'avion. Avec un gros souci informatique, vous ne pouvez pas passer en direct. Un 737, vous pouvez passer en direct. Un Cessna, vous êtes en direct. Un avion comme le F-35, problème informatique, égale gros souci. Et là, ce que l'on sait, c'est que l'avion était en retour à cause d'une panne. Ce que l'on voit également dans les images, regardez en haut à gauche, c'est qu'il est accompagné. Il y a un autre chasseur, probablement un F-35, qui l'accompagne. Les chasseurs partent rarement seuls en vol, c'était une mission d'entraînement, ils étaient 2 et ils étaient sur le retour. Ce que l'on voit également, c'est que le train était sorti. Donc quand vous revenez en panne, généralement ce que vous faites, vous êtes à 2 avions. Fonction de la nature de la panne, là il avait l'air de faire beau, soit le Wounded Bird, l'avion blessé, est en tête et l'autre avion l'accompagne et le surveille, soit il ne fait pas beau et vous avez des soucis embarqués, l'avion qui est sain est en tête et vous essayez de le suivre dans les nuages jusqu'à réussir à acquérir la vue de la piste. De manière générale, quand vous êtes l'avion blessé, s'il fait beau, vous préférez avoir le lead et être accompagné plutôt que devoir, en plus de gérer votre avion qui a un souci, tenir l'anti-abordage par rapport à votre leader. Donc dans un cas comme ça, il est probable de penser que l'avion qui a le souci était en tête, accompagné par son collègue à environ une centaine de mètres, qui s'assure que les paramètres sont bons et peut même, dans le cas d'un avion un peu électronique comme ça, lui rappeler les paramètres. On est à 1500 pieds, 200 nœuds. On est à 1300 pieds, 190 nœuds. On est à 1000 pieds, 180 nœuds, sors ton train, et ainsi de suite. Et l'accompagner comme ça jusqu'au posé, tout en lui réduisant sa charge de travail en gérant par exemple les communications avec la tour de contrôle. Ça vous permet, en tant qu'avion en panne, de vous focaliser sur la gestion de votre machine, car vous êtes tout seul pour tout gérer, et eh bien, ça prend quand même un peu de bande passante, et il faut sortir des fois un peu ces checklists. Maintenant, ce que l'on voit, c'est très intéressant, c'est que le pilote est sous voile et que son avion est plus haut que lui. On est d'accord, c'est pas banal. Quoi ça peut faire penser? Ça peut faire penser à une phase où l'avion n'est plus contrôlable, qu'il commence à partir vers le haut, le pilote décide de sortir, se retrouve éjecté sous voile, et là après l'avion continue de monter, perd sa vitesse et redescend. C'est une possibilité. Maintenant regardez cette distance entre
la trajectoire du parachute et l'avion, c'est quand même, il faut le dire, pas banal. L'autre possibilité serait qu'un avion est en vrille ou en train de tomber et vous sortez. Mais dans ce cas-là, vous êtes au-dessus de l'épave. Donc là, clairement, c'est que l'avion après éjection est monté. Ce qu'on a déjà vu dans l'histoire de l'aviation de chasse, c'est que suite à l'éjection, cela crée des couples au niveau de l'avion et cela vient faire changer sa trajectoire. Vous êtes en vol rectiligne horizontal, vous vous éjectez, ça crée un couple, l'avion change de trajectoire, peut-être monte vers le haut et redescend. Peu probable, mais pourquoi pas. On sait que sur F-35B, on a eu le cas d'un avion qui a volé 10 minutes après l'éjection de son pilote en vol rectiligne horizontal. On en a parlé sur la chaîne également. Petit point de détail, vous voyez le pilote sous son parachute, vous voyez qu'il n'a rien en dessous de lui. Donc normalement, quand vous vous éjectez, si vous avez le temps, vous vérifiez que votre voile va bien, vous dégrafez votre groin, vous vérifiez que tout se passe bien, que vous n'êtes pas blessé, et après vous venez retirer votre pactage de survie qui est accroché souvent sous vos fesses. Pourquoi vous faites ça? Parce que cela vous alourdit, et parce que quand on vole par exemple au-dessus de l'eau, vous avez un dinghy, vous avez un canot, vous avez du matos de survie. Et si vous le libérez, il vient pendre environ 6 mètres sous vous, et au moment où vous arrivez au sol, il vient taper le sol, donc il vient réduire la masse en fait que vous avez, et ça va réduire un tout petit peu votre taux de chute. Là, on voit quand même que sous voile, ça tape fort, surtout sur un sol gelé. Donc le pilote va bien, il est en conditions stables. Les Américains ont réagi de manière très professionnelle par rapport à cet accident. Ils ont été très transparents, ils ont expliqué ce qu'il y avait expliqué. Ils ont dit le pilote s'est éjecté à la fin d'un vol d'entraînement sur le périmètre de la base. Ils demandent aux gens de ne pas s'arrêter pour ne pas faire de photos parce qu'il est interdit de faire des photos sur la base. Et là, ça nous amène vers une autre leçon. À chaque fois qu'il y a un crash de F-35, on va être précis, 80% des fois où il y a un crash de F-35, nous avons les images qui sortent. Et là, ces images nous viennent directement de la base. Ils ont un problème de sécurité opérationnelle. Les Américains, comme de nombreuses autres nations, ont ce problème de culture que on voit quelque chose, on filme, on le met sur les réseaux. Cela n'est normalement pas compatible avec l'éthique et la réglementation sur ces bases militaires. Donc il est plus que probable que la personne qui filme risque d'être poursuivie par les Américains, car même si c'est sympa, ça nous donne de quoi débriefer, de quoi analyser, de quoi partager autour de l'aérien et essayer d'en tirer des leçons, eh bien c'est pas censé se passer comme ça. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce que dans chaque événement, on voit à chaque fois que c'est devenu un réflexe chez les gens, je filme, je mets sur Internet. Il y a eu le même cas lors du crash du F-35B sur le porte-avions britannique. Les images étaient sorties alors que c'était sur un porte-avions. Et dans le cas de la perte du F-35C sur le porte-avions américain, pareil, ça n'avait pas à sortir du porte-avions. Et très intéressant de se rendre compte qu'en fait, ce type d'accident n'existait pas forcément dans les avions d'ancienne génération où vous pouviez, quasiment quoi qu'il arrive, maintenir le contrôle de votre avion même en panne moteur. Donc ces nouveaux avions ont des talons d'Achille. Quand tout fonctionne bien, ce sont des avions extrêmement efficaces. Quand vous commencez à avoir certains problèmes informatiques, certains types de soucis qui viennent appuyer sur votre talon d'Achille, on a ce qu'on appelle dans la marine l'effet falaise, une perte énorme d'efficience opérationnelle qui peut amener le pilote à s'éjecter. Heureusement, le s'éjectable, ça fonctionne bien. Martin Baker a déjà partagé sur le fait qu'il venait de sauver encore un pilote de F-35. Maintenant, ne vous précipitez pas pour critiquer le F-35. C'est un avion qui fait ses preuves au combat, qui fait ses preuves en RR, qui a son domaine d'emploi et sa doctrine d'emploi. Et si son utilisateur est malin et respecte cette doctrine d'emploi, cela reste un avion extrêmement efficace. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Demain, on parle du crash d'un F-16 avec une éjection qui a eu lieu à la dernière seconde. Allez, fly safe!